Merci Radio Apo. CST. CST. FRAC. 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 Merci à tous. Pour commencer, je vous apporte les salutations de toute la population de la Pampa. Et je vous informe que je leur ai apporté aussi vos salutations. J'ai fait plus avec l'assistance de Claude Amégambi. J'ai pu emporter les images, des hommages que la population de Lomé a rendus à Anselme et Sinalé, ces deux jeunes gens qui sont tombés à Dapon pour la lutte que nous menons. Les gens ont pu voir vos hommages et les gens vous apportent leur soutien et leur remerciement. Je suis là toujours un peu dans l'ambiance de ces décès que nous avons connus. Et je viens ici vous détailler ce que j'ai vécu de mes propres yeux. J'ai découvert la monstruosité de ceux qui nous gouvernent. Vous ne pouvez imaginer ce que ces gens ont comporté. Non contents d'avoir refusé de reconnaître la vérité des faits, ils ont encore essayé de tuer une deuxième fois nos victimes, en empêchant les gens de leur rendre hommage. C'est triste, c'est très grave. Il est important que je vous dise ce qui s'est passé de manière chronologique. Le mercredi, où la FTT a organisé les obsèques de Sinalé à Olukopé, j'ai fait la connaissance de l'oncle de l'enfant. L'oncle direct, le grand frère du papa, il est à Lomé ici et il est chauffeur. Et à partir de ce moment, je suis rentré en contact pour suivre un peu ce qui va se passer. Le vendredi 19, il m'appelle dans la nuit. Et il me dit, voilà, j'ai reçu la nouvelle que le préfet de Kengal est allé voir le père et la mère de l'enfant, c'est-à-dire mon petit frère, et leur a dit qu'ils ont des informations que lors des obsèques de Anselme, la ville de la Pampa va encore bouger. Et que donc, il les conseille de tout faire pour enterrer l'enfant dans la discrétion. Alors, je lui ai dit de se calmer et que nous allons suivre l'affaire. Mais qui n'a qu'à savoir que l'enterrement de l'enfant appartient à la famille et à la famille seulement. Ce que la famille pourra décider, nous autres, nous accompagnerons la famille. Bon, je prenais ça pour une information anecdotique. Maintenant, le samedi 20, dans la nuit à 22h30, j'ai reçu un coup de fil d'une personne de Dapon qui me dit, docteur, je ne donnerai pas mon nom. Je viens de la famille, je suis sorti. La réunion dont je parle est en train de se dérouler avec la famille. Il y a le ministre Yann, et il y a un officier de l'armée dont je ne connais pas le nom. Et ils sont venus, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Déjà dans la journée, ils étaient venus porter les condoléances et donner 5 millions à la famille. Et la nuit, ils sont revenus. Et l'officier de l'armée en question a pris la parole et a dit, mes chers amis, je suis envoyé par Fort Yachingé pour vous dire que, étant donné les circonstances de la mort, nous vous demandons d'enterrer l'enfant dans la clandestinité, de l'enterrer le lundi matin. Nous étions samedi, ils ont demandé d'enterrer l'enfant le lundi matin à 30 km de la ville de Dapon, dans un village qui s'appelle Nayega, qui est le village du grand-père de l'enfant.
Les parents vivent à Dapon depuis 3 générations. Ils ne connaissent même presque plus les gens de ce village. Et donc, lui, outré, il est sorti de la réunion, il est venu m'appeler. Alors, aussitôt, je lui ai dit de retourner et je prendrai les dispositions que je peux. À partir de l'oncle, j'ai eu le numéro de téléphone du père même de l'enfant. Parce qu'il fallait que je sache si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. J'ai pu avoir le père cette nuit-là. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, mais docteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vraiment, nous sommes dépassés, les gens nous appuient de tout. Et oui, c'est vrai, nous avons reçu l'argent. Et c'est vrai aussi que nous avons déjà décidé, la décision est prise d'enterrer l'enfant lundi matin en catimini. J'ai dit au père de se calmer et que nous les aiderons à résoudre le problème tant bien que mal. Je leur ai dit le lendemain d'aller voir le curé. Je vous rappelle, le curé était intervenu, m'avait saisi, me disait qu'il tient aux obsèques de cet enfant parce qu'il a été baptisé la nuit de Pâques à Dapon. Donc, je leur ai dit d'aller voir le curé le lendemain. J'ai saisi le curé la nuit et je lui ai expliqué la situation et il a dit qu'il essaiera de faire aussi de son mieux. Et j'ai saisi tout ce que je pouvais saisir. Il y a le président Gourmet là, il était encore en France. J'ai saisi les gens, j'ai saisi la commission de droits de l'homme, j'ai saisi tout le monde la nuit là. Pour qu'on fasse en sorte à faire échec à cette organisation. Le lendemain, les parents sont allés voir le curé. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais je dois vous dire que ce qui a réellement sauvé la situation, peut-être que ce que j'ai fait a été pour quelque chose, mais il faut reconnaître que c'est la mère de l'enfant. La mère de l'enfant, le lendemain, a dit bien. Elle a dit que son enfant ne sera pas enterré à 30 km, alors que les grands-parents sont enterrés à la pompe, et que si on continue cette mascarade, elle va se suicider. Elle est allée s'enfermer, et elle a commencé à pleurer, et c'est ça qui a finalement amené les gens à faire marche arrière. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant qu'ils ont fait marche arrière, et qu'avec le curé, on a décidé d'enterrer l'enfant le jeudi 25 avril, il y a eu encore d'autres manœuvres. La manœuvre consistait maintenant à faire en sorte que les gens ne sortent pas pour l'enterrement. Et je dois vous dire, c'est ce que j'ai découvert après, c'est que les gens du pouvoir, ils ont réussi à mettre dans la famille un monsieur qui n'est pas de la famille, qui n'est pas du clan, mais qui se passait pour le chef de famille. Et c'est lui qui influait sur tout, c'est lui qui a reçu les 7 millions. Le samedi jusqu'à mardi matin, c'est ce monsieur qui tenait les 5 millions. Donc, et le mardi, quand nous sommes arrivés, nous sommes allés présenter nos condoléances à la famille, et c'est ce monsieur qui a pris la parole pour nous dire ceci. Bien, étant donné que notre enfant est déjà mort, j'ai traduit ce qu'il a dit en moi. Étant donné que notre enfant est déjà mort, nous ne souhaitons plus la mort d'autres enfants. Et c'est pourquoi nous allons faire les obsèques en toute discrétion. Donc les obsèques de jeudi, voilà comment ça va se dérouler. Le mercredi, nous allons faire une veillée dans la cathédrale, mais la veillée commencera à 17h30. À Dapon, la veillée se passe à 20h. Suivez bien. Et l'enterrement aussi se passera très vite le matin, très tôt le matin, à 6h, la levée du corps, à 7h, ce sera terminé. Et il ajoute, là, en tant que chef de famille, la famille a décidé qu'il n'y aurait pas d'oraison funèbre à la levée du corps. Et que ceux qui ont quelque chose à dire, ils vont le dire à la veillée à la cathédrale. Le lendemain matin, il n'y aura pas d'oraison funèbre. Bien, je lui ai répondu gentiment que nous, notre délégation d'Adi, nous n'avons pas d'oraison funèbre. Mais qu'il est probable que le STT et les élèves aient des oraisons, ce qui est normal. Et que le STT va partir de Lomé mercredi, il est fort peu probable qu'ils arrivent
avant l'heure qu'ils ont fixée pour la payer. Et que donc, moi, en toute honnêteté, je ne trouve pas cette disposition-là convenable. Mais quand j'ai quitté, j'ai vu le curé. Et je lui ai dit, curé, la famille me dit que les oraisons auront lieu dans la cathédrale le mercredi à la veillée. Le curé me dit qu'ils n'en ont pas discuté. Et qu'il n'en est même pas question, parce qu'à Japon, dans la cathédrale, pas d'oraison à part le mot de la famille. C'est la règle là-bas. C'est la règle générale. Ce n'est pas par rapport à l'enfant, mais c'est une règle générale. Alors du coup, j'appelle l'oncle, que je connaissais, il venait d'arriver mardi aussi, lundi dans la nuit. Je lui dis, bon voilà, à disposition de votre chef de famille, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il a dit qu'il n'y aura pas d'oraison funèbre à la maison. Voilà que le curé dit qu'il n'y a pas d'oraison funèbre dans la cathédrale. Il faut que vous arrangez ça. Bon, il m'a promis d'arranger ça, et il a dit qu'il aménagera un temps le lendemain pour l'oraison funèbre. Ce n'est pas tout. Nous étions mardi. Mercredi dans la nuit, on a fait circuler un tract incendiaire dans toute la ville. Tract évidemment anonyme qui disait ceci. Danger. Hâte que personne ne sorte pour les obsèques qui auront lieu demain. Demain, des hommes tapis dans l'ombre vont faire du carnage. Celui qui sort va au suicide. C'est le mot qu'ils ont écrit dans le tract. Bon, les journalistes ont les termes exacts du tract. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'un petit malin est venu devant ma maison, devant mon portail. Ils ont posé le tract là et ils ont mis un caillou dessus pour que ça ne s'envole pas. Et le matin, à 6h moins le quart, moi je suis préparé pour aller à la levée du corps, puisque la levée du corps c'était dit à 6h. Et les femmes de ma maison me montrent le tract. Vous comprenez? Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis allé précipitamment devant la maison et j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Il était déjà 6h, il y avait juste la famille dans la cour. Alors, j'ai montré aux gens de la famille, j'ai parlé aux gens qui étaient autour, et nous avons mis un système immédiatement pour arrêter les gens. On a envoyé des SMS, on a vu les élèves pour aller chercher leurs camarades, et je suis allé à une radio. Heureusement, le jour là, au moins, la radio m'a ouvert ses portes radio pour choisir. Et j'ai appelé en direct la population à sortir, en leur disant que le tract était le faux et que je les appelle à sortir. J'étais là-bas jusqu'à 7 h et quand je suis arrivé à la cathédrale commençait à se remplir. Finalement, les gens sont sortis en masse et les obsèques se sont déroulées, disons, dans une relative popularité. Je suis sûr que ça aurait été mieux s'il n'y avait pas toute cette attraction. Mais enfin, ce que ce type de la famille a encore fait, c'est qu'il a empêché les élèves de parler. À l'oraison funèbre, il les a empêchés. Il leur a dit que ce serait au cimetière. Eux, au cimetière, il les a empêchés. Les élèves ont dû organiser, improviser quelque chose autour d'un journaliste et ils ont lu leur oraison funèbre, que je pense circule dans la presse, qui était un mot très fort. Maintenant, ça, c'est pour Sinandare en scène. Mais et l'autre, Douti. Pour Douti, c'est encore. Bon, c'est pire, mais disons qu'à quelque chose de malheur est bon. Le même samedi où ils sont allés forcer les gens de Sinandare à prendre les 5 millions et tout le reste, ils sont allés dans la famille de Douti aussi. Ils sont allés là-bas aussi. Ils ont commencé leur truc avec 5 millions. Mais là, pas de chance pour eux, ils sont tombés sur un autre. L'oncle est ici à Lomé et c'est lui qui dirige tout à partir d'ici. Il avait donné des consignes fermes. Puisque le gouvernement refuse de reconnaître la responsabilité, pourquoi est-ce qu'ils sont venus avec 5 millions? Alors, mais ils n'ont pas désarmé les gens là, ils sont diaboliques. Ils ont trouvé un député et le préfet
qui sont allés au village de l'enfant. Ils sont allés jusqu'au village. Ils ont réuni les paysans et ils ont voulu leur donner cet argent. Les paysans se sont référés à leur militaire qui leur a dit viens. Donc les paysans ont refusé de prendre l'argent. Et c'est là que député, il y a le préfet de Kédial qui leur dit ah, vous refusez de retirer le corps, vous refusez l'argent, tant pis pour vous, si le corps reste là-bas, c'est les prisonniers qui vont enterrer l'enfant. Donc, la famille leur a dit allez, prenez les prisonniers et enterrez. Le jour où nous allons réclamer notre corps, vous trouverez le corps. Ils n'ont pas désarmé, hein. Ils sont revenus à Lomé ici. Ils ont dégoté un infirmier qui est oncle maternel de l'enfant. Et 2 personnes sont allées voir l'infirmier pour lui apporter encore les 5 millions. En lui disant non, voilà, il faut prendre cet argent pour envoyer ça au village. L'infirmier a saisi le STT en disant voilà ce qui arrive. Et la STT lui a dit appelle le docteur Kampati. Il m'a appelé à Japon. Et je lui ai dit mon ami, si tu prends cet argent-là, tu ne sauras pas quoi faire. Moi j'ai à Japon, les parents ont refusé. Toi tu as le si tu prends, tu vas venir où? J'ai dit bon, tu as compris. Et il a refusé de prendre l'argent. Après jour, tenez-vous bien. Ils sont en train d'essayer, comme ils ont fait avec notre rapport, le fameux rapport de CNDH, comme ils sont en train d'essayer de faire pour les incendies, ils ont les déclarations claires des parents. Ils ont le certificat médical du médecin que je vous avais expliqué, bien clair. Mais ils essaient de concocter une histoire qui signifie que, en fait, finalement, c'est le retard à la prise en charge de l'enfant qui est la cause du décès. Parce qu'ils en veulent aux médecins chirurgiens. Je vous le dis comme ça, nous l'avons découvert, nous suivons cette affaire aussi. À ce jour donc, Douti Sinalé n'est pas enterré. Les parents ne veulent rien entendre tant que le gouvernement n'aura pas reconnu sa responsabilité. Mais ne nous contentons pas d'applaudir. Il faut que nous les soutenons. Il faut que nous les soutenons. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Vraiment, j'ai été un peu peiné de voir qu'à Japon là-bas, peut-être faute d'information, les gens ne sont pas aussi prompts que vous ici à Lomé. Alors, ensemble avec nos camarades, nous allons réfléchir. Il faut que nous trouvions le moyen de soutenir la famille. Et il faut que nous trouvions le moyen d'empêcher ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que nous trouvions le moyen pour que Douti Sinalé ait des obsèques encore plus dignes que les obsèques de Janssen. Voilà ce que je voulais vous apporter, mes chers amis. La lutte continue et ces enfants, leur mort ne sera pas vaine. Je vous remercie.